Bien, bonsoir à toutes et tous. Et on ouvre donc avec Florent, Florent Pasquier, la 11e séance des rencontres philosophiques, ce qui va me permettre de faire un petit retour en arrière en préambule, hein, pour rappeler que ces séances, intitulées maintenant rencontres philosophiques ou rencontres de philosophie éducative, enfin, c'est un peu géométrie variable, ont commencé en fait en 2016 avec René Barbier, hein, parce qu'on rappelle bien sûr que ces séances ont lieu dans le cadre du Journal des chercheurs, nouvelle formule, Journal des chercheurs ouvert par René Barbier au début des années 2000 et rénové, réouvert il y a 2 ans à peu près maintenant par une nouvelle équipe qui essaie tout en le réactivant et en innovant par rapport à lui, qui essaie donc de respecter ce que fut l'esprit du Journal des chercheurs de René Barbier. Voilà. Et donc là, nous en sommes à la 11e séance d'un dispositif qu'il avait voulu mettre en place en 2016, avec moi, voilà, et qui a vécu 3 fois en présentiel avec lui en 2016 et 2017. On a perdu la trace de la toute première séance que l'on avait faite ensemble, qui était centrée sur l'éducation et la grand-parentalité. Tu parlais de petit-fils et de petite-fille tout à l'heure. Ben voilà, on avait fait une séance sur ce sujet-là en 2016. Ensuite, ça avait été suivi par une deuxième séance en présentiel autour de la marche à pied, parce que j'avais commis à l'époque un ouvrage, enfin un peu avant, un ouvrage sur la marche à pied, dont René voulait parler à nouveau. Bon, euh, Magnifique, hein? ouais. et, et la troisième séance et dernière, avec René, avait comme sujet, ben justement, ça cadre bien avec ce soir, la spiritualité laïque. Ces deux dernières conférences là que je viens d'évoquer, on les trouve en ligne. Je les ai mis en ligne, je les ai retrouvées, et elles sont en ligne sur le Journal des chercheurs. Vous allez dans Actualité et vous trouvez la majeure partie de la séance sur la marche et la prise de parole intégrale de René sur la spiritualité laïque, qui était vraiment à l'époque un peu son cheval de bataille. Après quoi, donc, on avait repris pour la quatrième, cinquième, sixième, septième séance, etc., le même dispositif avec Florent, dans le cadre d'une université populaire, enfin de 2 universités populaires. Et plus récemment encore, donc, on a choisi d'essayer de poursuivre le dispositif, mais cette fois en ligne, autour de ce nouveau journal des chercheurs, donc, que vous pouvez aller visiter, bien sûr, quand vous le voulez, sur lequel il y a de très nombreuses vidéos, d'ailleurs, outre les textes, des vidéos parmi lesquelles on a choisi celle de ce soir, hein, de 3 minutes. Peu à peu, il y aura certainement d'autres vidéos qui vont venir s'ajouter à celles déjà en ligne au fil des découvertes que l'on va faire dans nos archives. Voilà. L'idée, c'est vraiment, pour ces rencontres aujourd'hui, de prendre des supports dans le journal des chercheurs, des supports divers, hein. La fois précédente, on avait pris un texte de René Barbier autour de l'éducation, de l'écologie, de l'éthique, et cette fois, on s'est dit, ce serait une bonne idée de partir d'une vidéo plutôt, pour varier un peu les supports. Et la prochaine fois, on a même envisagé éventuellement de prendre un poème, c'est une idée qui nous est venue pour voir comment on peut essayer de réfléchir à partir d'un poème. On ne sait pas si on va le faire, mais c'est une idée qui est dans l'air. Il y a aussi des enregistrements audio à partir desquels on peut réfléchir. Et m'est venue à l'idée, Florent, mais je ne te l'avais pas dit, il y a de très nombreux dessins aussi dans les archives.
des dessins que René avait fait à la main, mais aussi des dessins qu'il faisait sur ordinateur, tu vois, avec des logiciels. Et donc, là aussi, il y aura certainement, je crois, matière à réflexion. Alors, Oui, dans nos débats, surtout, pardon, juste je te coupe, surtout qu'on a beaucoup d'artistes, dont plusieurs présentent ici parmi nous. Donc, ça pourrait être effectivement une très bonne idée de une soirée dessin-poésie, histoire de varier les genres. On peut garder ça pour la prochaine fois. ouais, voilà. On en avait utilisé beaucoup dans la soirée théâtrale qu'on avait organisée après le décès de René en 2017. On en avait utilisé pas mal de ces dessins que l'on projetait en fond de scène. Et c'était des supports, je trouve, assez intéressants. Bon, voilà. Ce sont des idées comme ça qui sont dans l'air. Donc, ce soir, le sujet, ben, c'est la spiritualité laïque, enfin, la spiritualité laïque, s'éduquer à la spiritualité laïque, et ça, à la fin de sa vie, enfin, pas vraiment à la fin de sa vie, mais disons les 10 dernières années de la vie de René, ce fut vraiment une préoccupation assez centrale, centrale pour lui. Et donc, il y a cette vidéo de 3 minutes quand vous avez invité à aller visionner. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont été la voir parce que, curieusement, tu vois, Florent, pour te rassurer sur la présence, peut-être, cette vidéo, qu'on la suggère, elle avait été visionnée 3 ou 4 fois. Il n'y a pas longtemps que ces vidéos sont en ligne. Et hier, j'étais voir 130, il y a eu 130 visionnages depuis qu'on a lancé l'annonce. Donc, ça veut dire qu'elle a été visitée quand même à plusieurs reprises. Alors donc, je ne sais pas comment on fait. Est-ce que certains d'entre vous ont été la visionner ou pas? Écoute, comme elle n'est pas très longue et qu'on a quand même une bonne heure de temps, elle fait 3 minutes, peut-être que je peux la mettre sur mon écran et la partager à tous. Ouais, Hein, comme ça, est-ce qu'on peut donner comme proposition de consignes d'écoute et de visionnement ouais, pour chacun d'entre nous ici présents, de retenir peut-être un fait ou un moment ou un élément du discours de René qui a particulièrement résonné entre nous, puisque après on interviendra chacun de notre tour et puis on souhaite, c'est ça l'intérêt de se réunir ensemble, avoir un échange sur ce que les uns et les autres on aura retenu. Voilà, et juste un point avant bien sûr. que tu lances la vidéo, Florent, c'est que quand je reprendrai la parole après, je commencerai par la réaction de Pierre Landry, que j'ai évoqué, Pierre Landry qui aurait dû être parmi nous ce soir, qui ne peut pas, mais voilà, qui a tenu à donner son sentiment sur la vidéo. Ça pourrait être une bonne entrée en matière. Ah oui, 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 ça c'est une très très bonne idée. Après, la question que je me posais aussi, Christian, on avait dit qu'on ferait une petite actualité sur les sciences de l'éducation et de la formation. Est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on le met plus tard? Oh, ou alors on le fait maintenant, peut-être, pour Peut-être on le fait maintenant, comme ça on a fini toute cette partie introductive et puis ouais. on pourra rester centré. Vas-y, je t'en prie. Non, bah vas-y, vas-y, je te laisse. Bon, alors, bon, moi, ça va être rapide. Donc, on a le grand plaisir, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec mes collègues brésiliens et équatoriens, d'avoir sorti donc, dans la collection Interface et transdisciplinarité chez l'Harmattan, que j'ai reprise après Patrick Paul, grâce à l'entremise de Gaston Pinon, qui nous fait l'honneur de sa présence. La traduction des actes du colloque Transdisciplinarité et éducation du futur qui s'est tenu à Brasilia, alors ma mémoire me fait un peu défaut, 2017 ou 2018, et qui est déjà paru d'abord en brésilien, puis traduit en espagnol, et désormais pour le public francophone. Je crois que j'ai un petit exemplaire, c'est quand même un bel ouvrage. Je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, ça. Je vais mettre dans le chat le lien vers l'éditeur. Bon, alors c'est un peu cher, c'est 27 euros. Bon, on en a un peu pour son argent. Il y a quand même vraiment beaucoup d'articles. Il n'y a pas beaucoup de couleurs à l'intérieur, ni de dessins. C'est son principal défaut, je dirais, comme nous avons des peintres et des peintresses réputés parmi nous. Et voilà ce que je peux dire. Et sinon, juste l'annonce, on ne développera pas, mais les actes du troisième congrès mondial transdisciplinaire qui s'est terminé l'année dernière grâce
à l'action de Mariana, également ici présente, sont en bonne voie. On n'est pas au bout, mais on ne désespère pas et normalement, ils devraient être prêts pour cet été si tout va bien. Voilà de mon côté les deux annonces que je souhaitais faire. Bah, quant à moi, je voudrais en faire une, mais on l'avait déjà faite la fois précédente, mais on va le rappeler, surtout que Gaston Pinault est parmi nous. Bah, c'est le livre qu'il a sorti, La genèse de l'éco-formation, du préfixe éco au verbe paradigme de formation avec les environnements. Alors, il y a déjà une annonce hein, sur le journal des chercheurs, mais on le répète, donc ce livre est disponible et il est fort intéressant pour qui s'intéresse, et pas mal d'entre nous, j'imagine, s'intéresse à l'écologie, au rapport éducatif avec l'environnement. Et Gaston là, nous fait revisiter un peu le cheminement de recherche depuis plusieurs décennies autour de cette thématique, hein. Donc, c'est paru chez l'Harmattan, c'est disponible et il faut le lire, hein. Voilà. Je fais la jonction avec René Avec dans la plaisir. mesure où ce livre enfin, fait un petit retour historique sur les 40 ans de naissance d'un groupe de recherche sur l'éco-formation qu'on avait fondé avec René dans les années 90, suite à un premier ouvrage sur l'air et le deuxième ouvrage sur l'eau. Ça avait été enfin, signé en premier par René, quoi, hein. Et donc, enfin, ce retour réflexif m'a fait vraiment ressusciter René et son apport. Pas seulement pour l'éco-formation, mais avec son approche transversale et puis son, son autorisation noétique, comme il l'appelait, et puis, euh, et puis le journal d'itinérance. Et donc, enfin, moi, je remercie toute l'équipe qui fait renaître le journal des chercheurs, parce que je pense que René est de ces auteurs que le temps n'épuise pas, mais qu'au contraire, fait découvrir, quoi, hein. Euh, Bien, merci Gaston. Bah, je crois que pour les annonces, on va en rester là. Oui, ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Sauf peut-être si certains des présents ici, je vois qu'on a notre collègue Jean-Luc Martin Lagardette qui finalise un ouvrage sur la philosophie radicale. Mais bon, là, Jean-Luc, on en a encore pour plusieurs bonnes semaines, hein, je préfère te le dire. Il sera publié dans ma collection. Peut-être d'autres personnes souhaitent partager des informations également. Ouais. Edith, remets ton micro, Edith. Le livre de Jean Mallory, Arctica, œuvre 2, pour lequel j'ai écrit un chapitre qui remet l'élève au cœur de l'expérience sensorio-kinesthésique et contre un imaginaire qui s'occidentalise pour les Inuits, pour réinsuffler le lien à la nature et le volume aussi. Merci. Merci beaucoup, Edith. Est-ce que je mentionne la traduction de C'est le Obolev, moment. Laurent? Oui, c'est le bon moment. Vas-y. Donc, au Brésil, en ce moment, il y a un problème de territoire pour les Indiens et je suis responsable de traduire cette ethnie, 7 leaders d'ethnies en voie de disparition, dont nombreuses sont des femmes, sont des chamans. Et ces textes sont très poignants. Je pense à l'éco-formation, justement. C'est des Indiens qui parlent de l'importance du territoire pour construire un savoir. Et qu'on ne peut pas construire un savoir en dehors du territoire et que détruire leur territoire, c'est détruire leurs connaissances et les détruire eux par la même occasion. Et ils parlent de bioépistémé. Tous ces Indiens sont anthropologues. Et donc, moi-même, j'ai pu avoir accès à ce savoir parce que j'ai travaillé 14 ans avec les Guarani à la banlieue de São Paulo.
On essayait de faire une éducation des Guaranis pour les Guaranis et de sauvegarder la langue guarani. Donc, c'est un livre dont la distribution, l'édition va poser beaucoup de questions parce qu'il ne faudrait pas que les Indiens soient récupérés politiquement. Et je suis avec Florent en travail là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces 7 témoignages qui ne sont pas du tout dans la victimisation, mais au contraire dans l'affirmation qu'ils ont un savoir ancestral, et qu'ils veulent défendre ce savoir. Certaines ethnies ont 12 000 ans d'existence au Brésil. La deuxième question, c'est comment on peut médier le conflit entre les Indiens et les ingénieurs agronomes sur place, parce que la dispute des terres est évidemment pour une part pour des raisons agricoles. Donc, et ce que je suis en train d'essayer de faire et de construire avec le CIRET, c'est comment la personne transdisciplinaire est médiatrice en partant de toutes nos recherches sur le tiers inclus, etc. Et tous nos efforts de dialogue entre la personne, l'environnement et les autres. Et donc, on va essayer de voir, et peut-être ce sera une question à reporter ici, comment distribuer, on voudrait gratuitement, cette connaissance. Peut-être le site de René, ce serait un espace, je ne sais pas, pour ce texte, au Boré, qui est un texte phare. Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi fort et émouvant en éducation, parce que ce sont des anthropologues qui écrivent, mais ce sont aussi des Indiens qui sont en voie de disparition et qui racontent tout ce qu'ils ont souffert. Voilà. Et c'est traduit en français? J'ai déjà traduit une Indienne, Celia Chakriaba, de l'ethnie Chakriaba, et elle invente des mots comme lutaliture, elle crée des concepts comme bioépistémé, et c'est assez riche, mais on m'a demandé, les Indiens m'ont demandé de ne pas dévoiler le texte d'un anthropologue indien au détriment des autres, parce qu'ils sont 7 ethnies en disparition, donc ils veulent que les 7 ethnies aillent ensemble. Donc je fais vite, je comprends l'urgence et je suis dessus. Donc dès que j'aurai terminé, Florent et moi, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Bon. Comment Pour répondre à ton interrogation, je pense que René aurait tout à fait été partant pour mettre ton texte traduit en français sur le journal des chercheurs, hein. Je pense qu'il n'y aurait eu aucun problème, hein. Oui, j'aurais d'ailleurs passé en douce à Chakriaba, certainement. J'aurais fait circuler sous le manteau, Donc, dans une logique de résistance, le premier texte. donc, si tu le souhaites, lorsque le texte est disponible, tu nous le fais savoir et je pense que pour l'équipe, la petite équipe du journal, il y aura Oui, on va juridiquement. faire ça, on va faire ça et je vais, parce que je suis en train de discuter beaucoup avec eux et je leur dis, je ne publierai qu'avec votre autorisation et je ne distribuerai qu'avec votre autorisation. Donc, il y aura un moment de pourparler avec les Indiens eux-mêmes pour leur expliquer ce qu'est le journal des chercheurs, que c'est gratuit et que peut-être ils auront une belle visibilité. Et c'est aussi un espace qui a une logique de médiation, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec les ingénieurs aussi, parce que René était toujours quelqu'un, peseur de dialogue aussi, hein. N'était pas. On peut très bien publier un texte d'un ingénieur brésilien si nécessaire sur la médiation. J'en ai aussi un. Le titre même, Le journal des chercheurs, montrait bien sa volonté de mettre en lien et en partage, hein, ce que nous pouvions faire les uns les autres ou les expériences et les rencontres qui étaient les nôtres. Merci Mariana, on attendra.
impatiemment pour la suite. Mirella, est-ce que tu veux dire un mot parce que vous êtes en train de faire quelque chose de très important, le message de Montréal. Alors, Oui. René Barbier était membre du CIRET au conseil d'administration pendant très longtemps. C'est pour ça qu'ici, on est dans un espace un peu mixte de chercheurs de l'Université coopérative de Paris, dont Christian a parlé, de cette belle jonction qu'on a ensemble au travers du CIRET. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Oui, ben merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Moi, je viens de rejoindre le CIRE il y a peu de temps pour des raisons transdisciplinaires. Évidemment, je suis Mirella Tarmur-Vadian. J'habite à Montréal. Je vous parle de Montréal. Je suis professeur associé. Bonjour, Monsieur Pinault. Je vous reconnais. Alors, je suis professeur associé à la première université transdisciplinaire, considérée comme transdisciplinaire, entièrement transdisciplinaire au Canada, qui est constituée à Toronto. Donc, en milieu francophone, Université de l'Ontario français, que vous voyez sur mon fond d'écran. C'est une université qui a vu le jour, notre première cohorte en 2021, avec une triple mission, donc aux 3 niveaux, micro, cours, méso-programme, macro-gouvernance, la transdisciplinarité. Et moi, je suis en charge de la création d'un bloc de 3 cours sur la transdisciplinarité même, des cours obligatoires que tous nos étudiants vont suivre et suivent. Je donne à présent ces cours, je les crée en même temps. Et ce sont des cours qui se suivent, donc c'est une progression, on peut pas, c'est pas un menu à la carte, c'est une logique progressive. Et ces étudiants-là vont acquérir des concepts liés à la transdisciplinarité qu'ils vont transférer, pas dans leur département, parce que cette nouvelle université n'a pas de département, mais dans leur pôle respectif. On appelle ça un pôle, comme un hub, donc où plusieurs disciplines coexistent et cohabitent et se développent ensemble, interagissent ensemble. Alors, mon rôle est de transmettre et de vulgariser pour des petits étudiants de première année, deuxième année, troisième année au premier cycle, des concepts très, très complexes de la transdisciplinarité, comme le tiers inclus, comme la pensée complexe, comme les niveaux de réalité, ce qui m'oblige à un exercice de vulgarisation que je mène depuis au moins 4 ans pour mettre en place ces cours. Et voilà, donc je viens de co-organiser ici à l'université à travers l'université de l'Ontario français, dans le cadre du grand congrès de l'ACFAS, l'Association canadienne-française du savoir, qui a célébré 100 ans cette année. J'ai co-organisé un colloque sur la transdisciplinarité où Florent nous a fait l'honneur d'ouvrir donc le colloque par une conférence inaugurale. Et nous avons achevé ce colloque avec un message de Montréal qui est en circulation parmi les membres parmi les congressistes et qui va être bientôt rédigé en forme finale. Pour l'instant, nous recevons les suggestions et j'espère que nous pourrons vous en faire part. Notre souci était surtout la présence du sujet transdisciplinaire face à son objet et face à ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc, c'était ce positionnement de l'être profond, comme l'appelait Barbier, de l'être essentiel, comme nous l'avons appelé, avec des savoirs essentiels, avec des apprentissages essentiels que nous avons essayé de redéfinir face à l'intelligence artificielle, non pas dans une logique de polarisation, de nous opposer à l'intelligence artificielle, mais dans le désir de développer avec la même vitesse et avec les mêmes ressources l'intelligence humaine aujourd'hui. Voilà, c'est le cœur du message qui a cet article et il est en rédaction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mirella. Nous sommes impatients aussi d'avoir une version qui puisse communiquer. Ben, disons, c'est une actualité très riche. Alors, je veux léser personne. Vas-y, Christian. J'ai encore juste un mot à dire. C'est à mon propos. C'est à la suite de ce que vient de dire Mirella sur l'intelligence artificielle. Je voulais juste signaler mon propre livre qui vient de sortir
sur l'autodidaxie. Sur l'autodidaxie, ça s'appelle Regards actuels sur l'autodidaxie et les autodidactes. Et voilà, ça vient tout juste de paraître. Et là-dedans, j'ai une toute petite partie qui traite des rapports possibles entre l'autodidaxie et l'intelligence artificielle. Mhm. Voilà. Et puis j'en profite pour saluer Gaston parce qu'il fut dans mon jury de thèse il y a maintenant 26 ans, 26 ou 27 ans, sur l'autodidaxie aussi. Voilà, c'est juste un clin d'œil. Merci beaucoup. Monsieur Pourriez-vous Sid, mettre là, excusez-moi, pourriez-vous mettre le lien de votre livre dans le chat pour qu'on puisse avoir accès au titre complet édition? Merci beaucoup. Oui, d'accord, je le mettrai juste un peu plus tard, Parfait. avant la fin de la séance. Entendu. D'accord. Et, Mirella, un petit coucou, je suis à Montréal aussi. Ah oui, Oui, bonjour. oui, oui, Bonjour, je suis bonjour. aussi à Montréal. Donc Parfait. après, il faudrait peut-être qu'on discute. Absolument, absolument, Oui, oui. volontiers. tout à fait. Bonjour, Vous êtes, bonjour. Volontiers. Bye. vous êtes toutes les deux membres du CIRED, vous trouverez facilement dans la liste des membres sur le site. Et ce qu'on fera peut-être quand ce sera en ligne et qu'on préparera un petit message, Christian, on pourra rajouter éventuellement les références qui viennent de circuler entre nous, si on a le courage de les retrouver et de les compiler. Voilà. Est-ce que ceux qui n'ont pas encore parlé, Philippe, Julie, Jean-Luc, j'ai annoncé votre livre, Philippe, bon, Germain, ton livre, il est un peu ancien maintenant, 2017, mais c'est toujours intéressant. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez envie de partager quelque chose? On pourra le faire après, sinon, hein. Oui, je voulais seulement dire que même si le livre est ancien, l'actualité en ce qui concerne la spiritualité dans la laïcité est de plus en plus d'actualité. Enfin, c'est de plus en plus d'actualité. Cette question est de plus en plus importante au niveau de la culture, je pense, Oui, telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est donnée, je dirais, dans les écoles et dans l'éducation. Voilà. merci Julien. Le livre en question, juste je le donne, c'était donc Réinvestir l'humain chez Chronique Sociale, sous-titré Individu, collectif, société, hein, si je ne me trompe pas. Réinvestir l'humain, où nous sommes Oui. 5 co-auteurs à l'issue de 2 à 3 ans de travail alors c'est pas université populaire, pour le coup, en éducation populaire, voilà, hébergé chez différents acteurs au long de cette aventure. Jean-Luc, Chronique sociale qui fête ses 130 ans vendredi prochain. Champagne. Jean-Luc, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais simplement, bon, le livre, tu as dit bien sûr qu'il est en cours de rédaction, enfin de publication, mais je voudrais réagir aussi sur l'aspect de la spiritualité, puisque j'ai l'honneur de présider une association qui s'appelle la Diversité Spirituelle. Là aussi, on pourra mettre le lien dans la discussion, puisqu'il y a à la fois un site internet et une chaîne YouTube où l'idée est d'interviewer les intervenants sur leur vécu de la spiritualité. Il ne s'agit pas de faire ni de l'idéologie, ni du prosélytisme, mais bien de montrer que sous le terme de spiritualité, il y a tout un tas de valeurs essentielles qui sont déjà pratiquées par beaucoup de monde, et souvent très très mal connues, parfois un peu dénigrées. Et donc nous donnons la parole libre et franche à tout un tas d'intervenants de différents bords, et je vous invite d'ailleurs à non seulement consulter ces interventions, mais à proposer des intervenants que nous pourrons, puisque nous organisons des visioconférences qui sont enregistrées comme celle-ci et que nous reproduisons une fois après le montage effectué. Voilà. Et puis il y a des questions, à chaque fois il y a la présentation d'un intervenant et puis les questions avec les internautes. Merci beaucoup. En fait, on s'est donné tellement d'infos. Je vous demanderai à chacun, si vous voulez bien, de les envoyer à Christian ou à moi et on se chargera de les compiler. Sinon, on va en oublier la moitié ou on va se tromper dans les références. Et même les choses qui sont en cours de développement, Mariana, Mirella, on pourra quand même en parler en accompagnement du lien vers la vidéo de ce soir. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour toutes ces précisions. Peut-être Philippe, Julie. Il y a 2 Philippe, du coup.
Bon, bah écoutez. Non, c'est bon, on poursuit? Oui, alors on peut lancer la vidéo peut-être. Allez, je la lance. Allez. Je partage mon écran et je la lance. Est-ce que vous la voyez? Oui. Ok, c'est parti. Dans une perspective de spiritualité laïque. Éduquer signifie trois choses. D'abord, donner un sens à sa vie, notamment dans la rencontre et le dialogue avec différents savoirs, différents savoir-faire issus du capital culturel de l'humanité. Ensuite, s'éduquer, c'est s'ouvrir au questionnement sur soi, pour accéder à la connaissance de ce que d'aucuns appellent l'être. Enfin, s'éduquer dans une perspective de spiritualité, c'est accéder à un espace de liberté, donc quelque chose de potentiellement angoissant. Ceci par un arrachement à l'éducation acquise, à celle qui nous fonde, mais aussi à ces violences symboliques qu'on a subies et qu'on méconnaît en grande partie, et à ces jeux subtils qui nous animent au profond de nous-mêmes. Mais plus de son. Un peu de son. Voilà, je le remets. Sinon, il était bon le son jusqu'ici? Vous Pas l'entendiez? trop. Non, un peu sourd. Oh, je vais essayer de le mettre un peu plus fort. J'ai l'impression que c'est pas une diffusion interne, malheureusement. Ok, je remets un peu en avant. On est à la moitié là. Dans une perspective d'auto-formation existentielle, c'est d'abord répondre à la question: qu'est-ce qui me fonde? Cela implique d'aborder la notion de profondeur. Et du même coup, de nous ouvrir à deux voies de conceptualisation. La première, c'est ce que j'appelle la profondeur Dieu. La seconde voie est la profondeur de tout simplement ce qui est, le réel monde. Je nomme profond l'être humain qui prend conscience par lui-même et en rapport aussi avec l'autre, qui prend conscience de la nature de cette profondeur. Le profond vit alors selon le mode de la reliance. La reliance m'apparaît comme une catégorie fondamentale de la vie spirituelle laïque. Un lien intrinsèque extrêmement subtil unit profondeur, reliance et gravité. L'éducation consiste à reconnaître ce lien, à le faire vivre, à lui donner une signification de tous les instants. Moi, par exemple, on m'a dit, David, jamais. Bien, donc je ne sais pas si le son a été très clair. De mon côté, ce n'était pas extraordinaire. Bon, je vais prendre la parole en premier, mais ce sera assez court quand même. Mais pour ceux qui en auraient besoin et à qui vraiment le son aurait été par trop défectueux, je peux vous relire le texte, si vous voulez.
Parce que Pierre Landry, que j'ai évoqué tout à l'heure et que j'évoquerai à nouveau, a pris soin de transcrire le texte. Donc, je peux vous le lire. Ça prendra moins de 3 minutes et peut-être ce sera un peu plus clair. Enfin, c'était émouvant de revoir René dire ce texte. Alors, je vous le lis hein, en essayant d'être le plus clair possible. S'éduquer signifie 3 choses. D'abord, donner un sens à sa vie, notamment dans la rencontre. La rencontre est le dialogue avec différents savoirs, différents savoir-faire, issus du capital culturel de l'humanité. Deuxièmement, c'est s'ouvrir au questionnement sur soi pour accéder à la connaissance de ce que d'aucuns appellent l'être essentiel, mais qu'il faudrait définir à travers les souffrances et les joies de la vie quotidienne, ainsi que dans la rencontre avec l'autre, le toi, dont parlent Martin Buber et les autres. Troisièmement, s'éduquer dans une perspective de spiritualité laïque, c'est accéder à un espace de liberté, donc quelque chose de potentiellement angoissant, ceci par un arrachement à l'éducation, à celle qui nous fonde, mais aussi à ces violences symboliques qu'on a subies et qu'on méconnaît en grande partie, et à ces jeux subtils qui nous animent jusqu'au fond de nous-mêmes. En ce sens, s'éduquer dans une perspective d'auto-formation existentielle, c'est d'abord répondre à la question, deux points, qu'est-ce qui nous fonde? Cela implique d'aborder la notion de profondeur et du même coup de nous ouvrir à deux voies de conceptualisation. La première, c'est ce que j'appelle la profondeur Dieu. La seconde voie est la profondeur de tout simplement ce qui est, du réel monde. Est un homme profond l'être humain qui prend conscience par lui-même et en rapport aussi avec l'autre de la nature de cette profondeur. Le profond vit alors selon le mode de la reliance. La reliance m'apparaît comme une catégorie fondamentale de la vie spirituelle laïque, un lien intrinsèque extrêmement subtil, unit profondeur, reliance et gravité. Et j'arrive à la fin. L'éducation consiste à reconnaître ce lien, à le faire vivre, à lui donner une signification de tous les instants. Voilà, donc j'en ai terminé avec le texte dit tout à l'heure par René, transcrit par Pierre Landry. Alors, pour ma prise de parole, là je vais faire court parce que le temps file très vite, il est déjà 19h50. Je vais peut-être juste, dans un premier temps, rappeler la définition que donnait René Barbier à la spiritualité laïque. Vous savez que suivant les auteurs, il peut y avoir des divergences. En tout cas, j'avais repéré celle-ci dans un livre sur la formation à l'éducation populaire. Voici cette définition de la spiritualité laïque par René. La spiritualité laïque est une démarche expérientielle et existentielle de soi-même, indépendante des institutions religieuses. Ça, il y tenait beaucoup. Indépendante des institutions religieuses. Il s'agit d'une réflexion profonde sur l'ensemble des expériences de la vie en reliance avec l'autre et ce qui nous entoure, qui nous amène à avoir une meilleure perception du réel et une conscience de plus en plus grande de l'être humain au sein de son environnement. Voilà, alors donc je pense qu'il avait formulé cette définition de la spiritualité laïque à peu près en même temps, 1 ou 2 ans près peut-être,
qu'il définissait le s'éduquer dans la spiritualité laïque que l'on a entendu par deux fois. Hein. Donc c'est vraiment un moment de la pensée de René qui se croise. Hein. On reconnaît bien dans la vidéo et dans le texte que je viens de lire de la définition des points communs. Hein. C'est assez évident. Alors, peut-être que pour rebondir ensemble maintenant, sans que je m'apesantisse trop, vu le temps qui file, je vais vous faire part de la réaction de Pierre Landry, hein, donc, qui m'a écrit ce qui suit. Voici mes remarques. La spiritualité laïque, n'est-ce pas poser des questions auxquelles la science ne sait pas répondre? Alors, il a mis entre science et répondre, entre parenthèses, encore. C'est-à-dire, ça donne, la science ne sait pas encore répondre. Alors, il pose l'hypothèse que peut-être un jour, la science pourrait y répondre. Deuxième point, deuxième remarque de Pierre Landry. Pourquoi le cosmos? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi vie collective, vers société, et vie individuelle, se construire, ont-elles tant de mal à s'ajuster? Troisième et avant-dernière remarque, pourquoi l'espèce humaine a-t-elle rompu l'équilibre avec son écosystème? Que veut dire, deux points, être soi-même? Qu'est-ce que la réalité? Et là, un point intéressant, j'ai trouvé, le reste est déjà intéressant, mais ce qui suit aussi, donner du sens à sa vie a-t-il du sens? Donner du sens à sa vie a-t-il du sens? Et dernier point, l'humanité a déjà imaginé de nombreuses réponses à ces questions, fondatrices de civilisation au pluriel, mais qui génèrent à chaque fois de nouvelles questions. Et là, il y a un point d'exclamation un peu jubilatoire ou ironique. Voilà. Donc ça, c'était la réaction de Pierre. Et il y a certainement, à la fois dans la vidéo et dans ses réactions, de quoi rebondir allègrement maintenant dans la discussion entre nous. Alors moi, je vais juste donner mon sentiment, mais très, très, très rapidement. Je suis très surpris dans la vidéo que l'on a vue par l'apparition de Dieu, pour autant qu'on puisse faire apparaître Dieu facilement. Mais ça arrive sur les lèvres de René, comme ça, au détour de la vidéo, ce qui m'a un peu étonné, parce que il avait par rapport à Dieu, ou ce qu'on appelle Dieu, des interrogations constantes, hein, en réalité. C'était souvent arrivé dans nos discussions, sous une forme ou sur une autre. Crois-tu qu'il y a un au-delà après la vie? Et cela alors même qu'il était encore en très bonne santé, qu'il n'était pas malade. Hein. Quelque chose qui le travaillait profondément, comme ça travaille plus ou moins chacun d'entre nous naturellement. Mais pour lui, c'était vraiment une interrogation intéressante. Mais très très longtemps, la spiritualité laïque a semblé suffire à cette interrogation. Et donc, une spiritualité laïque absolument en dehors de toute institution religieuse, comme il le redit dans la définition de tout à l'heure. Et là, bon, Dieu arrivait dans son propos, dans la vidéo, comme quelque chose qui est assez difficile à cerner. Est-ce qu'il le cite comme quelque chose qui doit être évacué, qui est dispensable, ou bien comme une entité, je ne sais pas comment appeler la chose, comme quelque chose finalement devant être pris en compte au-delà d'un imaginaire humain qui a toujours eu besoin de s'inventer des dieux. Voilà, c'est ce que j'avais un peu envie de dire, parce qu'il est quand même 20 heures bientôt. Hein, le temps passe très, très vite. Voilà, je vais rester là, j'étais déjà suffisamment long. Merci Christian. Ben, je vais enchaîner directement. Vas-y Gaston, si tu veux retentir, comme le faisait René.
juste pour prolonger ou approfondir la connaissance de Pierre Landry. Pierre faisait partie du groupe sur l'auto-formation et depuis, il n'arrête pas de chercher. Et actuellement, il est le moteur du Collège international des seniors qui s'est construit à l'Harmattan. L'Harmattan, carrefour de culture, carrefour de génération, hein. Et donc, c'est pour situer ces interrogations dans son trajet, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci Gaston. L'Harmattan, dont dont la devise est, je crois qu'il y a l'audace, le courage peut-être, et je sais, je suis plus sûr, très bien, je les ai revus il n'y a pas très longtemps, mais, on est bien dans le thème. Bon, je vais essayer d'être rapide aussi, pour qu'on ait le temps de discuter. En fait, je vais d'abord partager mes réflexions, les conclusions auxquelles j'arrive et une série de questions qui pourront ouvrir à l'échange. Alors, mes réflexions, entre ce qu'il a dit là et la définition que tu nous as donnée, Christian, en fait, je les trouve assez complémentaires dans la mesure où ce texte et cette définition nous apportent chacune des éléments qui se complètent. Il n'y a pas vraiment de redite, il y a au contraire un élargissement du domaine, une extension du domaine de la lutte, j'aurais envie de dire. Et on se demande en fait à quel point cette extension va-t-elle s'arrêter, si tant est qu'elle s'arrête un jour, parce qu'en fait, plus on veut expliquer ou approfondir, et plus on élargit. Alors, quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans cette vidéo, il ne cite qu'une personne, Martin Buber, alors qu'il avait, comme Philippe, une bibliothèque de plusieurs milliers de livres. Qu'est-ce qui fait que dans cette intervention vidéo, il ait choisi uniquement celui-là plutôt que d'autres? Et ce serait intéressant également d'avoir peut-être la genèse de cette vidéo. En fait, on la présente comme ça, mais est-elle destinée à une personne? Dans quel contexte l'a-t-il préparée? Avait-elle une finalité? Si oui, laquelle? Il en a fait beaucoup des vidéos courtes comme ça, donc il y avait forcément quelque chose. Et ça, ce serait intéressant qu'on creuse un petit peu là-dessus, parce que c'est comme le texte, il y a le contexte, hein, c'est-à-dire pourquoi le texte vient, à qui est-il destiné, etc. Bon, peut-être certains d'entre nous ont des idées là-dessus à partager. Et moi, ce qui m'a frappé, j'ai trouvé que c'était une vidéo qui fonctionnait un peu comme une mise en abîme, comme un texte peut être mis en abîme. C'est-à-dire que par rapport à cette thématique de la perspective de spiritualité laïque dans le cadre de l'auto-formation existentielle, eh bien, il s'applique à lui-même, dans son discours, les trois principes phares que tu as relevés tout à l'heure, et qui étaient relevés par Pierre Landry également, et notamment la question du sens. Et ça, je crois que la question du sens, c'est quelque chose qui lui était cher. Il se définissait lui-même volontiers comme un pessimiste optimiste, ce qui n'est pas sans rappeler le mot d'Alain qui disait que le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté. Donc je pense qu'il était vraiment dans cette dialectique. Et donc il va témoigner de ses propres constructions de création de sens de la vie avec les concepts qu'il partage. Ces concepts, c'est la profondeur, le Dieu et le réel monde, hein, donc déjà une double, là encore une dialogie, et puis d'autres concepts comme la reliance, la gravité, dont il nous dit que ces trois-là qu'il mentionne ici, profondeur, reliance et gravité, sont liés. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça nous ouvre, j'allais dire, à une troisième dimension à partir de ces trois concepts. C'est pas du linéaire, c'est du lié, ça veut dire il y a une notion de vortex pour moi quelque part là-dedans. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il a un parcours de clinicien et de psychologue, et j'ai l'impression que sa rencontre avec les sciences de l'éducation et de la formation l'a vraiment émancipé par rapport à ces univers très cadrés, très rigides, très méthodologiques, etc. Et d'ailleurs, le thème qu'on avait choisi la fois précédente, qui était éducation et écologie politique, témoigne de cette émancipation et d'un accès à sa propre liberté.
Et il nous dit pour finir que l'éducation, c'est donc reconnaître ce lien entre les concepts et le faire vivre. Et là, c'est intéressant parce que, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de parler ou de prophétiser, mais de relater d'un vécu. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il fait dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il donne une signification de tous les instants. Et je trouve qu'il agit avec congruence. La congruence, c'est aussi une valeur. Donc, si c'est une valeur, on peut le rattacher d'une certaine façon au domaine du spirituel. Et c'est une démonstration par l'exemple, un agir, et on a vu qu'il était dans l'action, et notamment à la création de l'Université coopérative de Paris avec le Journal des chercheurs. C'était quelqu'un qui agissait énormément dans tous les instants, et dans tous les instants, c'est-à-dire pas seulement dans les moments du métier. C'est là, et c'est ce que disait Mirella, comment l'être humain lui-même peut devenir dans sa profondeur de tous les instants et pas seulement dans le cadre de l'action productive ou autre. Voilà, donc les questions qui me sont venues, c'est y a-t-il d'autres catégories fondamentales de la vie spirituelle laïque autres que celle de la reliance qui fondent un petit peu le thème et donc, y a-t-il d'autres catégories? Moi, j'ai imaginé la congruence, mais peut-être il y a aussi la résilience, hein, peut-être qu'il y a d'autres catégories. Et pour terminer, j'ai trouvé que René était très grave dans son attitude, dans sa prise de parole. Il est hyper sérieux, alors qu'on a plein de photos où il est très joyeux, très souriant. Alors, d'où vient cette gravité de son apparence? Mais peut-être que c'est juste de la concentration. Peut-être qu'il a son papier, il est concentré, et donc ça lui donne cette apparence, parce que c'est quelqu'un qui était quand même beaucoup dans la recherche de la joie. D'ailleurs, vous avez un bouquin commun depuis Paris 8 sur la licence en ligne avec les nouvelles technologies, apprendre dans la joie. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Antoniella Verdiani, une de ses anciennes thésardes, a aussi fait un bouquin éduqué dans la joie ou les écoles qui rendent joyeux, quelque chose comme ça. Donc là, on a un contraste entre le sérieux et cette joie qui existe, mais que moi, je ne vois pas, qui m'a questionné. Il parlait aussi de joie sans cause. Alors ça, c'est un concept très asiatique aussi, voire très bouddhiste. Et il nous parlait également du don des larmes, parfois, qui est là quelque chose plus rattaché à l'univers du catholicisme. Alors, je me dis, pour finir, peut-être qu'on est dans d'autres niveaux de réalité. Peut-être qu'on a, dans ce discours lié à l'auto-formation existentielle, quelque chose qui est en fait dans le transversal, dans la transversalité, qui sont des thèmes qui lui sont chers. Et ma véritable question pour terminer, c'est que cette auto-formation existentielle, et ça tombe bien, on a plein de spécialistes ce soir pour en parler, est-ce que ce sont des concepts qui sont encore compréhensibles dans notre 21e siècle qui aurait dû être spirituel ou ne pas être. Et on voit que, bon, on a encore du temps hein, avant d'arriver au bout du 21e siècle, mais est-ce qu'avant d'y arriver, ce type de discours est encore entendable dans nos sociétés actuelles? Est-ce qu'il est compréhensible et est-ce qu'il est partageable? Voilà, parce que si l'engagement a longtemps été une vocation, on peut se demander si ce que devient maintenant le métier de l'enseignant, de l'éducateur et de l'accompagnateur, en contexte d'anthropocène, dans une société du capitaliste qui écrase tout, est-ce que ce discours de René peut-il encore trouver une place et peut-on le faire vivre? Voilà, ça fait beaucoup de choses et maintenant je me tais. Je pense que maintenant, merci Florent. On peut faire circuler la parole maintenant que nous la monopolisons depuis un certain temps. Absolument. Qui a envie de retentir, de rebondir? Ah bah, ou de compléter. Je pourrais peut-être... mais... Oui, Philippe, tu n'as rien dit encore. En parlant d'une spiritualité laïque, donc. Je crois que de manière générale, si on s'intéresse à la spiritualité, eh ben, on ne peut pas faire l'impasse sur le religieux, le sacré et le mystique. Il y a une spiritualité religieuse,
ou laïque, ou athée, si on veut, si c'est plus radical. Mais si on est vraiment intéressé par cette dimension-là, la spiritualité religieuse ne peut que nous intéresser, quoi. Même au-delà des institutions. Parce que ça ne veut pas dire que c'est religieux, que c'est institutionnel. Par exemple, pour les figures mystiques, souvent il y a un écart assez important, une mise en question assez importante des institutions. Donc cette tension entre spiritualité et institution, eh bien on la trouve elle-même dans les religions, les religions dites instituées. Voilà. Et sinon, alors pour la référence implicite, elle n'est pas dite, mais profondeur Dieu, c'est la référence à un mystique que René Barbier lisait et appréciait, mystique chrétien, Maître Eckhart, mystique du Moyen Âge qui considérait Dieu comme un accès à la profondeur intime de l'être humain. Donc je pense que là, il y a une référence implicite à la mystique chrétienne, ce qu'on appelle toute la théologie négative. Maître Eckhart définissait Dieu, ou plutôt la déité, parce qu'il refusait un peu justement le mot ou le concept de Dieu, la déité comme un fond sans fond. Donc on est en plein dans cette lignée-là que René Barbier connaissait, hein. Mystique chrétienne qui va se retrouver aussi chez Jung, avec toujours cette mythologie autour de la profondeur, et qui va être reprise aussi par Durkheim, pas le sociologue, hein, mais le philosophe et sage de la forêt noire, où il y a toujours cette idée d'une expérience de la profondeur qui va caractériser la dimension spirituelle. Donc là, il y a vraiment un fil comme ça qui parcourt de la mystique chrétienne jusqu'à la psychologie des profondeurs, jusqu'à la spiritualité du XXe siècle. Voilà, c'était juste pour essayer d'expliciter ce terme qui apparaît comme ça tout d'un coup, profondeur Dieu. Merci Philippe, merci beaucoup. Edith, tu avais levé la main. Edith, il faut que tu mettes ton micro. Voilà. Je voulais dire quelques phrases un peu comme des haïkus qui traversent et qui rebondissent avec la dernière question de Florent sur aujourd'hui encore, est-ce que c'est possible? Moi, je trouve encore plus, mais bon. Puisque émerge quand même un retour justement à l'être essentiel à travers les souffrances et joies de la vie quotidienne qui s'oppose à l'être efficace, qui ne rêve pas et ne dort pas, jamais fou, jamais flou. L'espace de liberté, ça me fait penser au nom du Père et au nom du Père de Lacan. C'est une phrase pour moi qui est essentielle, qui traverse tout, qui est toujours transversale et qui est parlante. Qu'est-ce qui nous fonde la profondeur? Je retrouve la parole habitée de Bazaram Nicolescu dans une vidéo du CNRS où parole habitée, habiter la parole. Et puis l'instant, profondeur de l'instant, dans ses pieds, enfiler sa combinaison, être là. Voilà. Merci Edith. Merci. Germain, oui. Oui, moi, cette notion de profondeur, Dieu, de cette dimension, je crois qu'on la retrouve dans Max Planck à l'origine de la mécanique et de la théorie quantique, quand il dit « toute matière provient d'une force et n'existe que par celle-ci. Nous devons présumer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent qui est la matrice de toute matière. » Et cette phrase me semble fondamentale dans l'esprit d'un scientifique, justement, pour se relier à cette force originelle.
Merci Germain. Je voudrais rebondir aussi sur le mot Dieu et le relier à la question des violences symboliques. Je suis d'accord avec Florent complètement qu'il s'agit d'un vortex quand il parle de sans fond, parce qu'il travaillait beaucoup sur Castoriadis et il citait beaucoup Castoriadis et il parlait du sans fond aussi, quand il parlait de ce concept qui n'avait pas vraiment de réponse. Il me parlait du sans fond et dans ses poèmes, on peut trouver beaucoup cette référence au sans fond. Quelque chose qui n'a pas de bout, quelque chose qui est infini. Et il parle de violence symbolique. Je suis certaine qu'il a réfléchi comme philosophe de l'éducation, comme psychanalyste qu'il était aussi quelque part sur la question de la violence du mot Dieu et la violence du nom du Père en éducation. On avait beaucoup travaillé ensemble la question des attitudes non intentionnelles et de la conscience du non-intentionnel et des violences du contrat pédagogique et de tout ce qui pouvait exister comme non-dit en éducation. Et je pense que c'est certainement quelqu'un d'extrêmement courageux sur ces questions. Quand il parle de spiritualité laïque, c'est sans doute parce qu'il s'interroge sur ce problème de la violence symbolique des religions instituées qui peuvent, et même de l'école, quand on parle des totems du nom du Père. Voilà, c'était juste ça. Merci. Oui, Jean-Luc. Oui, bon, il y a vraiment beaucoup de pistes qui sont ouvertes et sur lesquelles j'investigue depuis déjà quelques décennies et qui me passionnent. Et d'ailleurs, Florence sait à quel point, puisque il sait que tout ça va déboucher sur un livre que j'appelle la philosophie radicale, c'est-à-dire la philosophie avant toute philosophie, c'est-à-dire que c'est trouver quel est le principe premier qu'on peut découvrir pour construire notre pensée, toute idéologie, tout concept. Et donc j'ai fait tout un travail que j'espère que vous pourrez lire, mais je voudrais simplement rebondir à ce qui vient d'être dit sur la violence symbolique, que j'élargis de façon assez vaste, dans le sens où je dis que nous sommes, l'être humain en général, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa capacité philosophique, de réflexion, etc., nous sommes tous esclaves du concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le concept, nous le savons, c'est une forme qui contient une énergie pour nous, êtres humains. Et le concept est très lié avec la notion de connaissance et avec la notion également d'objectivité. C'est-à-dire, est-ce qu'une connaissance peut être objective? C'est très important quand on parle d'éducation, parce que à qui on peut se fier pour recevoir une connaissance et quelle méthode utiliser pour construire une connaissance qui soit vraiment valable et qui soit en correspondance avec la réalité. Hein, on a employé tous ces termes. Et donc, ma démarche, c'est, quand on parle de profondeur, eh bien, de descendre en soi-même la profondeur jusqu'à trouver, à un moment donné, soit un infini qui part tous azimuts et dans lequel on peut se perdre, soit un X qui nous apporte une solidité, une base pour se définir soi-même. Alors bon, c'est un petit peu théorique, c'est un petit peu philosophique tout ce que je vous dis, mais l'idée c'est qu'en fait, la spiritualité laïque, je la vois comme le fait d'inviter celui qui cherche et qui se forme à regarder en lui-même jusqu'à découvrir où est sa conscience, d'où part son je suis, d'où part son être véritable, quelle est sa base. On a parlé
de chercher quelle est la base sur laquelle on peut construire une identité, sur laquelle on peut construire une action, etc. Donc, c'est des choses très très vastes, mais je pense que c'est très important, cette descente en soi-même à faire, déjà par rapport au formateur, mais le former aussi, apprendre à ce qu'il découvre en lui-même cette autonomie, hein, de la pensée, cette autonomie de l'esprit, et qui lui permet à la fois de se bâtir une identité, mais en même temps de se relier au monde entier, aux autres esprits bien sûr, mais au monde entier aussi, c'est-à-dire avec la nature et avec toutes les connaissances. Merci. Je crois que Philippe Lenis, tu veux dire quelques mots? Oui. Oui, bah, enfin moi je me suis interrogé également dans ce petit extrait sur ce qu'il voulait dire par la spiritualité, enfin la profondeur Dieu. Et donc ça renvoie à plein de questions parce que et donc je me suis demandé déjà si sa conception de Dieu était nécessairement une transcendance chez lui. Ou est-ce qu'il connaissait ou il travaillait aussi sur Spinoza et plus une idée d'immanence parce que moi je pense qu'un des arguments en faveur d'une spiritualité non pas sans Dieu mais en tout cas sans religion c'est quand même Spinoza et est-ce que chez René Barbier on peut penser cette profondeur Dieu sans cette idée de transcendance qui a l'air de revenir quand même dans ses propos et donc qui reste quand même assez judéo-chrétien. Et donc voilà, je voulais m'interroger là-dessus, puis bah, du coup je voulais savoir si vos lumières allaient pouvoir me permettre d'apporter quelques réponses. Ouais, merci Philippe, on va voir ça, on va voir ça. Sans te répondre directement, Philippe, peut-être on peut élargir un petit peu. René avait fondé l'ISSM, l'Institut supérieur des sagesses du monde, et il était très très versé sur les savoirs asiatiques. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, il mentionne bien tous les savoirs de toute l'humanité. C'est-à-dire que, évidemment, il a probablement, comme certains d'entre nous, en tout cas moi, baigné dans un environnement judéo-chrétien toute mon enfance et mon éducation. Mais comme je le disais, il s'est affranchi et il a développé des concepts, alors repris certains, hein, le réel monde à base de Dieu, et puis d'autres dont on a parlé tout à l'heure. Alors après, pour te répondre précisément sur des questions d'immanence, de transcendance, bon, ça, moi, c'est des discours dans lesquels je ne rentre plus parce que je les trouve beaucoup trop mentaux, justement. Et pour moi, le spirituel, c'est ce qui est au-delà du mental. Donc, je me fixe mes propres limites pour pouvoir en parler jusqu'à un certain point. Puis après, je passe la main comme je le fais tout de suite si quelqu'un veut la prendre. Bah, si je peux rebondir aussi très très vite avant de laisser la parole, tu fais allusion à Spinoza, Philippe, à l'instant. René connaissait Spinoza, mais c'était pas un auteur qu'il mobilisait fréquemment. Hein, donc c'est pas une entrée idéale quoi pour sonder la transcendance chez René si toutefois il y en avait une. Mais il le connaissait, hein, il a dû le citer une ou deux fois naturellement, bien entendu. Mais c'était pas vraiment son cheval de Troie pour entrer dans ce questionnement. Ah, Gaston, tu veux dire quelque chose, je crois. Oui, oui, oui. Non, c'est très riche, hein, mais heureusement que Christian, que tu as relu le texte parce que moi, je n'avais pas compris grand-chose, hein. Donc, ce texte je trouve, est remarquable en termes de densité
et puis de gravité, quoi, hein. Et à mon avis, il faudra vraiment, pour problématiser le sujet, quoi, hein, et dans le prolongement que Florent donnait, c'est remarquable, c'est-à-dire de densité et de gravité. Et je pense que ça m'a renvoyé à un article, enfin un petit chapitre de Francis Le Sourd, qui était très proche aussi, qu'il a écrit dans Habiter la Terre, la gravité terrestre et formation humaine. Et je pense que cette notion de gravité terrestre situe aussi la profondeur dans une verticalité, quoi, hein. Euh, et à mon avis, ça la complète, hein. Ça la complète et je pense que situer le texte dans le contexte, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'était un an avant sa mort, non? Oui, oui, 1 an ou 2 ans à peu près, oui, oui. Oui, ben, situer ce texte dans le contexte est majeur, quoi, hein, parce que c'est pas rien quand même d'arriver à la fin de sa vie. On voit les limites, on se délimite, mais on peut voir aussi l'illimité, quoi, hein. Euh, et donc, je pense que bien mettre en relief cette problématique qui réussit à condenser en 4 minutes, non? 3, enfin oui, un temps très 3 court. minutes, 3 minutes. et ça fait une page, pas plus, quoi, hein. 3,33, ouais. Oui, ça, il me semble que c'est une richesse incroyable, ça, hein. Voilà ce que j'avais simplement. Alors, juste, parce que je me sens un peu. On était du même âge avec René, hein, on était du même âge. Et alors, il est parti un peu avant moi, mais je suis. euh, et je pense que. Alors, sur les notions que Philippe, tu as amené sur le sacré, hein. Enfin, moi, parce que je pense que la notion de laïque, bon, est peut-être toujours intéressante, mais maintenant est un peu moins importante, je pense, étant donné bon, le lessivage la hiérarchie des religions, quoi, hein. Euh, donc, le terme de moi, ce qui m'a beaucoup aidé à ma prise de retraite, c'est cette notion de sacré. Euh, et enfin de hiéroformation, formation avec le sacré. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Euh, et ça, c'est ce qui m'a fait prendre mon vélo et faire mes itinérances, quoi, hein. Et c'est là où le journal d'itinérance et l'autorisation noétique de René m'a beaucoup servi. Et par exemple, vous évoquiez euh, ces perspectives extrême-orientales. Sur le bord du fleuve Jaune, vraiment, je l'ai salué, quoi, hein. On se retrouvait. Mais il m'a fallu faire plus de 5000 km à vélo pour faire éclater le mot de sacré. C'est-à-dire mettre un ça, ni le surmoi, ni le moi, un ça, quoi, hein. Une pulsion dont on ne sait pas d'où ça vient, une pulsion énergétique, et s'ouvrir à cette pulsion énergétique et en roulant à vélo, ça crée quelque chose, quoi, hein. Ça crée quelque chose, mais euh,
on ne sait pas trop quoi. On est propulsé par cette pulsion. Je pense que j'étais obligé de revenir à Grodek là, qui avait polémiqué avec Freud sur le ça, parce qu'il disait oui, que Freud avait embourgeoisé le ça, il l'avait enfermé dans notre corps, mais que c'était un ça cosmique beaucoup plus vaste. Donc, enfin, pour moi, et, et ça m'a fait écrire, alors il ne faut pas que j'insiste trop, mais ça m'a fait rouler quand même pas mal, entre autres, pour voir comment les éléments cosmiques, c'est-à-dire parce que la gravité terrestre, c'est quelque chose quand même, hein, ça nous fait revenir dans la matrice, dans une matrice avec les 4 éléments, et entre autres le feu. Et donc, on a fait avec le 4 routes du feu avec le greffe. Et juste en finale, alors comme dit René, le voyage n'est initiatique que si on réussit à expliciter ses acquis et à les communiquer. Et ça, c'est l'après-voyage qui est pas le plus facile. Hein. Marcher, tu l'as ressenti aussi, quoi. Hein. Et donc, je mentionne juste un petit ouvrage qui en est sorti. Alors, on a sorti 2 ouvrages. Un, Voyage, retraite et auto-formation. Alors, je reviens à auto-formation, mais on a créé un petit terme, mondialogante, quoi. Dialoguant avec le monde, hein, pas s'enfermer en soi, mais s'ouvrant au monde. Voyage, retraite et auto-formation mondialogante. Et puis, alors dans notre voyage en Chine, là, on a sorti aussi, mais qui est plus au niveau journal, apprendre l'ère planétaire à partir de lieux singuliers. Donc, je voulais juste rendre justice à René vraiment de l'aide qui nous apporte toujours, quoi, hein, et d'où l'idée de vraiment bien bien visibiliser son court texte, ces 3 minutes, parce que là, et qui cite peu de monde, ça c'est aussi indicateur, quoi. C'est qu'il y a une intériorisation, c'est plus de l'enseignement, quoi. C'est du témoignage expérientiel, hein. Et donc ça, c'est vraiment hyper précieux, quoi, hein. Enfin, merci de nous permettre de réactualiser cette problématique-là, hein. Comme le temps file, si je peux prendre 1 minute, non pas pour synthétiser tout ce qui vient de se dire, évidemment, c'est pas jouable, mais peut-être rebondir sur l'appréciation que vient de faire Gaston d'une certaine approche de René de l'auto-formation existentielle dans la profondeur. Là, Gaston a ramené la chose au fait de pédaler sur un vélo dans le monde, dans le cosmos en fait, hein. Et la roue tourne comme le cosmos tourne d'ailleurs, hein. Il y a peut-être des analogies à faire. J'ai essayé de faire un peu la même chose, en moins bien, mais sur la marche. Et à l'époque, on en avait parlé avec René souvent. Mais pourquoi tu marches? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu vas fabriquer à marcher comme ça? Et moi, mes seules marches, c'est dans le Père-Lachaise et ça me va très bien. D'ailleurs, il le redit dans un audio qui est en ligne, hein, sur le Journal des chercheurs. Mais venait souvent derrière cette question, ce que Gaston a repris, la question de l'énergie. Cette sorte d'énergie qu'il y aurait disponible en nous
à peu près constamment, mais aussi dans le vent, dans les plantes, dans les arbres, tout ce qui fait croissance en réalité. Et sur la fin de son existence, ben voilà, 2 ans à peu près avant sa mort, à l'époque de cette vidéo, un peu avant aussi, revenait souvent, et là je fais un peu le lien avec Planck, qui a été cité tout à l'heure, même si Planck n'en parle pas, mais enfin il évoquait très très souvent, sous forme d'interrogation, quelle pouvait bien être la signification dans l'univers, voire peut-être dans les univers, quel pouvait être le sens de non seulement la matière noire, ce qu'on appelle la matière noire, mais aussi l'énergie noire qu'il y a, et ce qui donne son expansion infinie peut-être à l'univers. Hein. Et ça, c'était une question constante. Il avait conscience que probablement cette énergie qui est répandue dans tout l'univers est présente en nous. C'est ce qui fait tourner la roue du vélo, c'est ce qui fait marcher le marcheur, c'est ce qui fait penser Freud ou je ne sais, ou Krishnamurti, on dirait mieux Krishnamurti pour René. Voilà, ça m'évoquait un peu tout ça, mais aussi pour répondre d'une façon alors plus concrète à ce que tu disais tout au début de ton intervention, Florent, quant à la multiplicité des petites vidéos qu'il faisait. Alors celle-ci fait 3 minutes, il y en a qui font 4 minutes, il y en a de plus longues. Mais je crois que sur la fin de sa vie, il y avait un phénomène de fatigue chez René, fatigue physique, hein, même si l'énergie était toujours là, malgré tout, le corps se fatigue, surtout quand il tombe malade. Et pour lui, l'écrit, mais aussi la vidéo mise en ligne sur Internet, c'est quelque chose qui lui permettait certainement de transcender les difficultés de communication qu'il rencontrait. Il ne pouvait plus aller dans les colloques, etc. C'est difficile. Et il y avait conscience certainement, alors il ne le disait pas, mais moi je sentais bien ça quand on avait écrit ensemble, qu'il y avait certainement à travers l'outil Internet quelque chose qui lui permettrait de survivre. Il avait coutume de dire, depuis qu'il était parti en retraite, tu sais, dès qu'un prof d'université quitte son département, très très vite il est oublié au niveau de son université. Et j'avais souvent eu le sentiment qu'Internet et le journal des chercheurs étaient pour lui peut-être une façon d'imaginer une continuité possible malgré cet accueil-là, quoi. Et juste un clin d'œil à Julie, hein, que je connais pas, hein, Julie qui est là. Tout à l'heure, Florent a fait allusion à l'activité de René, un peu tous azimuts, y compris sur Internet, donc. Et le master dont tu dépends, peut-être le sais-tu ou pas, a pour origine René Barbier, en fait, hein, qui a créé une licence en ligne à l'IED, où tu étudies aujourd'hui, et à partir des années 2000, j'ai un peu participé, voilà. Et ça a donné ce livre que j'ai sorti tout à l'heure, qui peut peut-être t'intéresser un jour, si tu veux, la genèse de la formation que tu suis, c'est celui-là, le plaisir d'apprendre en ligne à l'université. C'est un bouquin qui a été dirigé par Son Mi-Kim et puis moi-même, quoi. Voilà. Et voilà, il y avait aussi ça chez René qui contrastait avec l'aspect spirituel, qui était l'aspect peut-être quand même spirituel pour lui, d'œuvrer directement, de mettre les mains dans le cambouis de la technique à l'époque. Vous voyez, il y avait ces deux aspects chez lui qui étaient certainement complémentaires quelque part. Voilà, je me tais. Je voudrais rebondir juste une minute. On a beaucoup échangé sur Facebook avec René. Ouais. Parce qu'effectivement, il était épuisé et que c'était rapide et une façon de toucher tout le monde. Il faisait ses petites vidéos, il les mettait sur Facebook. Et je me souviens que je les distribuais, c'est pour ça que j'en ai enregistré beaucoup. Malheureusement, mon profil a été piraté, j'ai dû fermer. C'est dommage parce que c'était quelque chose de... C'est un peu instantané, immédiat, hein. Donc, il faisait le petit vidéo, le mettait sur Facebook, on le partageait et tous ses élèves, anciens élèves, enfin, collègues, pouvaient avoir accès. Malheureusement, Facebook est un outil peu sûr et j'ai dû le quitter là, parce que j'ai eu 15 fake profiles. Donc, voilà. Merci pour Bon, cette il y avait une précision. forme haïku un peu. Je pense qu'avec
les formules brèves, il inventait un nouveau support de haïku, quoi, hein. Oui, Julie, tu veux prendre la parole? Oui, alors je vais oser une question. Je ne sais pas, peut-être que je vais être un petit peu hors sujet, je ne sais pas, mais en vous écoutant tous parler de la pensée de René Barbier, enfin, j'ai fait le lien avec un sociologue contemporain, hein, c'est Hartmut Rosa. Je me suis, surtout par rapport à cette idée de reliance, ça m'a fait penser au concept de résonance. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de réactualisation indirecte de la pensée de Barbier ou est-ce que c'est totalement différent? Est-ce que ce sont deux choses qui se ressemblent mais qui finalement qui n'ont pas la même signification? Alors personnellement, n'ayant pas lu ou très mal ce sociologue, je ne peux pas te répondre. Hein, je suis désolé. Là, mon érudition me fait défaut. Je ne peux pas te répondre. Par contre, ce que l'on peut juste préciser, c'est que le concept de reliance est né chez Marcel Boll de Bâle. Hein, il y a deux livres très épais qui ont été publiés chez l'Harmattan, je crois, hein, qui traitent, ouais, chez l'Harmattan, hein, qui traitent de cela. Et ensuite, le concept a été repris par plein de personnes. Alors là, nous sommes dans les années 90, plutôt fin des années 90 à peu près, et a été repris par beaucoup de chercheurs, dont Edgar Morin, par exemple, pour en prendre un très connu, euh, mais plein d'autres. Je pense que Gaston l'a utilisé, probablement. Michel Maffesoli aussi, beaucoup. Voilà, plein d'autres, hein. Voilà. Et c'est très beau cette idée de résonance aussi. Oui. Moi, je ne connais pas non plus le sociologue. Oui, Mais mais c'est, la résonance chez Hartmut Rosa, c'est un peu une réactualisation d'une certaine façon de l'ancien concept de reliance. un peu comme les correspondances de Baudelaire. Non, non, pas du tout. Non, 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 c'est vraiment le rapport au monde dans le contexte de l'hypermodernité, etc. L'objectivation du monde. La résonance, c'est le contraire de l'objectivation du monde. De considérer le monde comme un matériau, comme un objet qu'on manipule. Donc, il y a aussi un contexte qui est plus lié à la crise climatique. Ok. Et ça peut avoir un rapport avec une certaine forme d'ésotérisme. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, Pas du tout. Non. Non, 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 non. De fondement. Non, non, aucun rapport avec aucun ésotérisme. Non, non, c'est une approche sociologique, politique, écologique. Comme le temps file, je montre juste l'ouvrage pour continuer de répondre à Julie. Voilà, c'est l'ouvrage Voyage au cœur des sciences humaines de la reliance. Vois-tu? Et donc, c'est publié chez l'Harmattan. Voyage au cœur des sciences humaines. Et tu as la capacité de le sortir du chapeau pour nous le montrer in vivo. Moi, je suis très impressionné quand même. C'est un coup de chance, hein. Juste à côté sur un rayon. C'est juste un Va coup de savoir. chance. Et Bon. c'est le tome 2. Hein. C'est le tome 2. Il y a un tome 1 aussi de ces voyages au cœur des sciences humaines. Je voudrais vous remercier beaucoup, Christian, avant que Gaston parle. Je suis tellement émue de revoir René et tellement reconnaissante que quelqu'un reprenne la balle comme ça. C'est vraiment très, très émouvant. Gaston, tu voulais intervenir? Juste pour mentionner que Bernard Honoré, qui est un des premiers philosophes de la formation, mais quasi synonyme reliance et spiritualité, quoi, hein. C'est ce qui relie, quoi, hein. Super. C'est ce que dit exactement Abdenour Binard aujourd'hui. En fait, c'est Abdenour Binard, il rediffuse tout ça autrement, de manière moins conceptuelle, moins abstraite, avec l'idée de lien, réparer les liens déchirés du monde, la métaphore des tisserands.
Et il a fondé à Brioude, lui aussi, un centre, le Centre Sésame. Comme par hasard. Voilà. Donc, oui, Le grain de sésame. il y a un lien reliant ces spiritualités. Oui. Complètement. Avec bientôt d'ailleurs une séance au Forum 104 à Paris, près de Montparnasse, pour ceux qui seraient dans le coin. On approche vraiment du bout, on a même dépassé, hein, on s'était donné 20h30. Donc merci à tous les présents, merci pour ces échanges très très riches. Katia, j'ai vu que tu as levé la main tout à l'heure, peut-être tu voulais dire Ah, quelque chose et on te laisse le mot de la fin? oh, je sais pas. Vous m'entendez? Très bien. Très Oui? bien. Ah, pardon, bonsoir, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai pris les choses en route parce que je travaillais juste avant. Euh, Moi, mais je reste, comment dire ça? Simplement, c'est-à-dire que quand on prend tous les concepts, il me semble que il y a une forme de retournement. Enfin, c'est un mot qui a été pris justement, qui est un peu occulte, mais quand même, quand les choses se retournent, c'est-à-dire qu'une forme d'habillage se transforme et que tous les concepts, que ce soit reliance, résonance, en fait, puis là, je vois il y a un prof de yoga aussi, là, Philippe. Entre Et autres. Et pas que. Pas que, pas oui. que, oui, non, mais je dis ça Et il y en a parce qu'en d'autres. fait, c'est comme si c'est comme si la science avait séparé quelque part le sacré du rapport que nous avons aux choses, donc à la matière, et que avec une bonne lecture des textes traditionnels, on retrouve sincèrement, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait à chaque fois une enveloppe qui vient porter ce souffle quelque part. Et ce souffle, on va le retrouver dans tous les textes traditionnels du yoga, on va le retrouver dans les textes du taoïsme, on va le retrouver dans toutes finalement. Enfin, moi, le mot qui me vient, c'est plutôt une convergence des sciences et de toutes les sciences vers un rapport à quelque chose qui serait de l'ordre justement beaucoup plus ontologique, c'est-à-dire préexistant. Ça existait tout ça. Et je veux dire, les choses existent et on ne cesse de coudre quelque chose, des tissus autour de ces choses qui existent. Et souvent, moi, ce qui me fait étrangeté, c'est d'entendre tel auteur, ah non, non, il parlait pas de ça. Non, 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 il parlait pas de ça. Ah ben oui, mais un mot, il a une résonance. Après, il va le délimiter. Mais quelque part, justement, j'ai pris les choses après. Heures de lumière, c'est la profondeur de Dieu. Moi, je suis arrivée quand vous parliez de ça. L'étymologie de Dieu, finalement, ça vient de dit. Donc, de ce jour dans la profondeur, dans l'obscurité, quelque part, est-ce que c'est pas finalement le cœur, l'inter de tous ces en une forme de vocabulaire. Mais bon, le yoga le connaît très bien, tout ça avec les chakras. Tous les philosophes allemands le connaissent très bien, tout ça avec Steiner, il a beaucoup travaillé sur ça, sur l'ordonnancement des sciences qui parlent de la même chose et la résonance et les différents champs de connaissances qui sont reliés à justement après le rapport de connaissances. On parlait de la connaissance n'a jamais été un rapport donné par elle est donnée par une institutionnalisation, c'est-à-dire un rapport entre deux pôles. Mais et là, c'est le fiat lux de Lacan, c'est-à-dire que ce n'est que. Et là, les sciences, ce serait un rapport électrique, hein, c'est-à-dire quelque chose qui vient. Voilà. Enfin, voilà ce que j'ai à dire. Et voilà. Merci Rapidement, Katia merci. pour ta belle résonance. Alors, question, on se donne rendez-vous quand ça? Septembre, octobre? Oh, oui, à la rentrée. À Voilà. partir de la rentrée? Ouais. Bon, eh ben, on se souhaite un très bel été. Évidemment, on va se revoir bien avant. Mais en tout cas, Christian, à nouveau, merci. On peut être fiers de nous. On est content qu'il y ait du monde hein, qui continue, des récurrents, des nouveaux à chaque fois. Tout ça sera mis en ligne très prochainement. Envoyez-nous sans faute les références que vous souhaitez que nous ajoutions à notre petit message. Et puis, une très bonne soirée à tous.
Oui, merci. Bonsoir à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonjour Bonsoir. Mariana. Mariana, on Oui, se parle oui, bientôt. oui, 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 Ah, super. ouais, Oui. ouais, ouais. Salut. Et